Mon nom est Élodie, et j'avais 28 ans lorsque le monde que j'avais soigneusement construit pour moi-même est parti en fumée à un effondrement dramatique et terrifiant qui a commencé non pas avec le rugissement du feu, mais avec le détachement silencieux et glacial des personnes que l'on m'avait toujours appris à appeler ma famille. La nuit où cela s'est produit, la nuit où mon petit appartement au 3e étage de la rue des Lilas est devenu une gueule orange affamée, tout ce que je croyais sur la sécurité, sur l'amour inconditionnel et sur l'idée sacrée de « chez soi », s'est dissous plus vite que les murs en plâtre autour de moi. Je me souviens d'être resté pieds nus sur le trottoir froid et granuleux, le froid s'infiltrant dans les plantes de mes pieds, une sensation si vive et présente qu'elle a momentanément éclipsé l'enfer à 6 mètres de là. Une couverture de laine empruntée et rêche, sentant faiblement la lessive d'un étranger, était serrée contre mes épaules, une maigre défense contre le froid de 2h17 du matin et le spectacle terrifiant qui se déroulait devant moi. L'orange intense et vorace des flammes semblait engloutir toute lumière et toute ombre, peignant les bâtiments environnants d'une lueur sinistre et vacillante qui était à la fois belle et absolument monstrueuse. Une épaisse fumée noire m'agressait la gorge, une prise physique et suffocante qui me forçait à respirer de manière saccadée et superficielle, l'odeur de matériaux synthétiques brûlés et de souvenirs ruinés était âcre et indélébile. Des sirènes hurlaient un son frénétique et croissant qui ne ressemblait pas à une promesse d'aide, mais plutôt à un avertissement final et perçant que j'avais passé toute ma vie à ignorer avec diligence. Et alors que je me tenais là, témoin de l'anéantissement total de 5 années d'indépendance prudente et de bonheur fragile, la seule pensée qui a fait surface à travers la brume induite par la fumée était la réalisation crue et horrible que mon monde entier, désordonné et compliqué, venait d'être réduit à un tas de cendres humides et fumantes. Lorsque le pompier corpulent a finalement posé une main ferme et protectrice sur mon épaule et m'a doucement repoussé, son visage sévère et saupoudré de suie, il a prononcé les mots qui ont confirmé la nature totale et définitive de ma perte, il n'y avait plus rien à sauver. La structure était compromise, l'incendie avait tout pris. Ce fut alors, non pas lorsque les flammes étaient les plus hautes, mais lorsque la finalité fut prononcée à voix haute, que mes mains commencèrent à trembler d'un tremblement violent et incontrôlable. Une peur profonde qui faisait trembler mes os et qui rendait le fait de tenir le petit poids familier de mon téléphone impossible. Pourtant, l'instinct primaire d'un enfant en détresse s'est affirmé, et avec une certitude engourdie, j'ai tâtonné pour composer le numéro des 2 personnes qui étaient censées être mon filet de sécurité. Celle qui avait promis et d'une manière lointaine et conditionnelle de me rattraper lorsque je finirais par tomber, mes parents. Ma mère n'a même pas décroché, laissant l'appel sonner sans fin dans le chaos. Mon père a répondu à la 3e sonnerie, incroyablement lente, sa voix épaisse, rauque et instantanément irritée, le son de quelqu'un dont le sommeil avait été impardonnablement dérangé. J'ai réussi à forcer les mots à sortir au-delà de la fumée et de la boule qui montait dans ma gorge, lui disant que mon appartement était parti, qu'un terrible incendie avait tout pris, que je me tenais pieds nus dans la rue et que je n'avais absolument nulle part où aller. La pause qui a suivi n'a pas été un moment de choc ou d'inquiétude, mais un vide, un froid, une vaste vacuité à l'autre bout de la ligne qui a duré juste assez longtemps pour confirmer ma plus profonde crainte. Puis, sa voix, maintenant complètement éveillée, plate et étrangement dénuée d'émotion, a délivré les mots courts et parfaitement calibrés qui sont depuis devenus un écho brûlant et indélébile dans les chambres silencieuses de ma mémoire. Ce n'est pas notre problème, Élodie. Tu aurais dû être plus prudente. Je suis resté là, figé, la chaleur du feu mourant se reflétant dans l'étendue large et sans larmes de mes yeux, la lueur rouge et orange vacillant comme une lentille déformée sur une réalité que je ne m'étais jamais autorisé à affronter véritablement. Ce n'était pas seulement une déclaration sévère, c'était un rejet si absolu, si cruellement spécifique à mon moment de plus grand besoin, que cela ressemblait à un deuxième effondrement non pas des murs, mais de la fondation même de mon identité. Il a raccroché immédiatement, sans attendre de réponse, sans écouter le petit sanglot brisé qui commençait à fracturer l'air dans ma poitrine. Autour de moi, le murmure sourd des secours a commencé, des gens chuchotant à voix basse, le léger grattement d'une pelle contre le béton. Un pompier au visage aimable, son casque sous le bras, m'a demandé avec une réelle inquiétude si j'avais quelqu'un chez qui rester cette nuit-là, et j'ai entendu le mensonge rapide et humiliant glisser de mes propres lèvres, « Oui, merci, j'en ai. » Dire non, admettre l'abandon total, me semblait une vulnérabilité trop profonde pour l'exposer à des étrangers. J'ai fini par passer les heures restantes de cette nuit perché précairement sur un banc métallique froid et impitoyable devant l'immeuble, enveloppé plus étroitement dans la couverture empruntée. Regardant le mince et persistant panache de fumée s'élever comme une bannière spectrale contre le ciel de l'aube, rejouant sans cesse les mots froids et accablants de mon père, ce n'est pas notre problème. Le lendemain matin, lorsque la lumière grise et indifférente du soleil levant a finalement percé l'air taché de suie, les ruines semblaient infiniment pires, plus exposées,
plus déchirantes dans leur destruction banale. Là où il y avait un salon, il y avait maintenant un trou béant, là où il y avait le petit sanctuaire de ma chambre, il n'y avait que des dégâts des os et du bois carbonisé. Tout ce qui m'appartenait, les vêtements fonctionnels, les photographies profondément personnelles, les documents cruciaux, et plus douloureusement encore, le délicat collier d'argent qui avait appartenu à ma grand-mère, un lien précieux vers un amour plus doux et simple, était absolument, irrémédiablement perdu. Il était juste après 10 heures du matin lorsque l'enquêteur d'incendie est arrivé, un homme calme et méticuleux avec des yeux fatigués et sympathiques et un air de professionnalisme tranquille qui contrastait fortement avec l'épave émotionnelle brute de la scène. Il m'a posé des questions prudentes et mesurées, me faisant lentement passer par le calendrier, l'agencement et les possibilités. Puis, avec un ton décontracté qui masquait la gravité de l'implication, il a prononcé les mots qui ont introduit le premier, le plus nauséabond des filaments de terreur authentique. L'évaluation initiale suggère que cet incendie n'était peut-être pas accidentel. Il s'est enquis d'ennemis, de disputes récentes, de tout problème électrique connu. Puis il a posé une question qui a fait basculer mon estomac, une chute soudaine et froide dans ma poitrine. Savez-vous qui, en dehors de vous-même, avait accès à votre appartement au cours de la semaine dernière? Mon esprit, déjà émoussé par le choc et le manque de sommeil, est immédiatement devenu vide, refusant de traiter l'implication. L'idée était impossible, impensable. Puis, une réponse a fait surface des débris de ma mémoire, indésirable et tranchante comme du verre brisé, mes parents. Ils insistaient toujours pour garder une clé de rechange, un détail avec lequel j'avais grandi et que j'avais rejeté comme une excentricité parentale, une relique de leur besoin de maintenir le contrôle. Même après que j'ai déménagé et établi mon propre espace il y a des années, je n'avais jamais pensé la récupérer, je n'avais même pas considéré le risque potentiel, parce que pourquoi l'aurais-je fait? Les parents, dans les histoires qu'on nous raconte et les mensonges que nous choisissons de vivre, ne mettent pas le feu à la maison de leur enfant. Du moins, c'était le mensonge fondamental et réconfortant sur lequel j'avais bâti mon indépendance. J'ai dit à l'enquêteur la vérité, les mots semblant ridicules, presque mélodramatiques, lorsqu'ils ont quitté mes lèvres. Il a simplement hoché lentement la tête, faisant une note silencieuse dans son petit carnet officiel, et m'a remercié pour mon honnêteté. Avant de se tourner pour partir, il a fait une pause, ses yeux fixant les miens, et a ajouté une phrase dans un murmure bas, presque confidentiel: nous allons vérifier les caméras de sécurité des bâtiments voisins, mademoiselle Élodie. Parfois, ce que les caméras révèlent me laisse même sans voix. Cette seule phrase sinistre a adhéré à mon esprit comme un fil nocif tout au long des longues heures épuisantes de cette journée. J'ai essayé d'appeler mes parents à nouveau, poussé par un espoir désespéré et illogique que le choc initial s'était peut-être estompé, que peut-être les paroles cruelles de mon père étaient une réaction de l'instant qu'il regrettait. Cette fois, ma mère a répondu, son ton instantanément tranchant, défensif et profondément critique. Elle m'a accusé d'être dramatique, disant que les accidents arrivent et que je devais arrêter de compter sur eux, que je devais, dans sa phrase familière et cinglante, apprendre à me tenir sur mes propres jambes. Lorsque j'ai demandé, d'une voix que je pouvais à peine empêcher de trembler, si je pouvais juste rester chez eux quelques nuits, un répit temporaire du désastre, elle arrive à son cours. Cassant et dédaigneux, et a prétendu que leur chambre d'amis était actuellement en cours de rénovation complète et inopportune. J'ai découvert plus tard, par le biais d'un contact familial éloigné, que c'était un autre mensonge cruel, une simple fabrication commode conçue uniquement pour me tenir à l'écart. Je me suis finalement effondré, épuisé physiquement et émotionnellement, sur le canapé inconfortable et familier d'une chère amie, fixant sans cesse le plafond en pop-corn, chaque nerf de mon corps trop agité pour se reposer. Au cours des jours suivants, l'enquêteur m'a appelé 2 fois de plus, ses questions devenant de plus en plus précises et pointues, chaque conversation un nouveau nœud de crainte se resserrant dans ma poitrine. Il a interrogé sur les conflits familiaux de longue date, sur tout problème d'argent non résolu, et, plus terrifiant encore, sur la possibilité que quelqu'un de proche de moi puisse bénéficier d'une manière tangible ou intangible de la destruction de ma maison. Je ne voulais désespérément pas exprimer la vérité qui pesait contre mes côtes, une douleur brute et cuisante, mais les faits étaient inescapables. Mes parents et moi avions récemment été engagés dans une série de disputes de plus en plus tendues et chargées d'émotions, centrées entièrement sur mon indépendance ferme et non négociable. Ils détestaient que je refuse systématiquement leur demande de revenir vivre à la maison, où ils pourraient dicter ma vie à nouveau. Ils étaient furieux que je ne veuille pas leur remettre mes maigres économies pour leur gestion. Et, par-dessus tout, ils étaient enragés que j'ai enfin, complètement, appris à utiliser le mot non, pour établir une limite qu'ils ne pouvaient pas franchir. La veille de l'incendie,
mon père s'était présenté à mon appartement sans prévenir, son visage un masque de colère froide et exigeante, insistant pour que je le laisse inspecter les lieux, une tentative à peine voilée d'affirmer sa propriété persistante sur ma vie. J'avais calmement refusé de le laisser entrer, verrouillant la porte et regardant son ombre se retirer dans une fureur silencieuse. Ce détail spécifique, apparemment mineur, me semblait maintenant intensément, terriblement pertinent, un prélude à une violence que je n'avais pas osé imaginer. Le 4e après-midi après l'incendie, l'enquêteur a rappelé et m'a demandé de venir au commissariat du quartier Saint-Martin. Sa voix était différente cette fois, sérieuse, lourde, absolument dépourvue de la sympathie professionnelle antérieure. Alors que j'étais assise en face de lui dans une petite pièce grise sans fenêtre, l'atmosphère stérile, froide et lourde de faits inexprimés, il a accompli une action simple et délibérée, il a fait glisser une image fixe, imprimée sur du papier glacé, sur la table vers moi. Elle était granuleuse, capturée dans la lumière basse et difficile de la nuit, mais elle était assez claire. Une silhouette, indéniablement familière, se tenait juste à l'extérieur du périmètre de mon immeuble d'appartement. Un sweat à capuche était tiré bas, obscurcissant le visage, et la silhouette tenait quelque chose de métallique et d'indistinct dans une main. Mon cœur a immédiatement commencé une course frénétique et nauséabonde contre la reconnaissance qui se formait rapidement dans mon esprit, car je reconnaissais cette posture, cette façon spécifique et familière de marcher, de tenir le corps tendu par le ressentiment. L'enquêteur n'a pas parlé, il a simplement regardé mon visage avec ses yeux fatigués et connaisseurs tandis que la vérité complète et insupportable commençait à s'accumuler, nette et indéniable, dans le recoin le plus profond de ma conscience. Dans ce moment angoissant, j'ai réalisé que mon appartement n'avait pas simplement brûlé, il m'avait été activement, violemment pris, et les personnes même qui étaient censées être mes protecteurs, la source de ma sécurité, pourraient avoir été celles qui ont délibérément allumé l'allumette imbibée d'accélérant. Lorsque l'enquêteur d'incendie a finalement, tranquillement prononcé le nom de mon père, Monsieur Dubois, confirmant le soupçon monstrueux, il a semblé que tout l'échafaudage fragile de ma réalité s'effondrait, l'air m'étant violemment arraché des poumons dans un halètement désespéré et silencieux. J'ai de nouveau fixé l'image fixe, mes mains maintenant complètement engourdies, mon esprit hurlant un déni frénétique et inutile que ce n'était pas, ne pouvait pas être réel, même si chaque instinct au plus profond de moi reconnaissait la certitude nauséabonde et absolue de la connaissance. L'enquêteur s'est penché lentement sur sa chaise inconfortable et a répété la question qu'il avait posée quelques jours plus tôt, celle qui est maintenant gravée à jamais dans le paysage de mon traumatisme personnel. Savez-vous qui avait accès à votre appartement la semaine dernière, Élodie ? Cette fois, il n'y avait aucune hésitation, aucun vestige de déni, aucun mensonge fragile sur lequel m'accrocher. J'ai hoché lentement la tête, un mouvement petit et angoissant, ma gorge contractée et serrée par un chagrin qui supplantait la perte de biens, et j'ai murmuré la réponse définitive, que mes parents avaient toujours gardé une clé de rechange. Il a ensuite expliqué, sa voix basse et factuelle, que les caméras de sécurité d'une pharmacie voisine et d'un garage de stationnement municipal avaient capturé des images de la nuit de l'incendie. Un homme correspondant à la carrure distincte de mon père et à sa démarche reconnaissable et en colère était clairement vu entrant dans mon immeuble quelques minutes avant que le premier panache de fumée ne soit signalé au service d'urgence. Une autre caméra, plus loin dans la rue, le montrait partant à une allure soudaine et pressée, jetant quelque chose de petit et de métallique dans une poubelle publique à 2 pâtés de maison de là. Ce que les caméras de sécurité ont révélé n'a pas seulement laissé l'enquêteur sans voix, cela a complètement, définitivement brisé la dernière excuse persistante que j'avais jamais faite pour la vie entière de violence émotionnelle et de froideur de mes parents. Je me suis souvenu de chaque parole désinvolte et cinglante que mon père m'avait jamais lancée, de chaque fois que ma mère avait froidement insisté sur le fait que je leur devais le simple fait de ma propre naissance. Et leur réaction complète et horrible au désastre s'est soudainement transformée en une mise au point terrifiante et logique. Lorsque mon appartement a brûlé et que je les ai appelés, et que mon père a dit, « Ce n'est pas notre problème. Tu aurais dû être plus prudente. » Ce n'était pas un acte de cruauté spontanée ou une réaction née d'un choc initial. C'était une déclaration de confiance glaçante et assurée. Il savait déjà, avec une certitude horrible, exactement ce qui s'était passé. L'enquêteur a détaillé qu'il croyait maintenant, sur la base des premières conclusions, que l'incendie avait été délibérément déclenché à l'aide d'un liquide accélérant. Il a dit que les accusations n'étaient pas seulement probables, mais imminentes. J'ai quitté le commissariat enveloppé dans un brouillard épais et envahissant, mes jambes se déplaçant avec une étrange indépendance d'automate, mon cœur battant un rythme frénétique et emprisonné contre la paroi intérieure de ma poitrine. Une tentative désespérée et physique d'échapper à la vérité horrible qu'il était maintenant forcé de contenir. Cette même nuit,
Alors que j'étais allongé sans dormir sur le canapé de mon ami, le téléphone a de nouveau sonné. C'était mon père. Sa voix était étrangement calme, presque curieusement amusée, comme s'il discutait d'un inconvénient mineur. Il a demandé comment j'allais. J'ai contourné les platitudes, le choc, les accusations, et je lui ai posé une question simple et fondamentale, la seule qui comptait vraiment, pourquoi? Il y eut un long silence froid au bout du fil, un silence qui s'étirait sur des années de ressentiment refoulé. Puis, il a soupiré, un son de martyr lourd et autocompatissant, et a expliqué que j'étais devenue ingrate, que l'appartement m'avait rendue arrogante, indépendante d'une manière qui défiait son approbation paternelle absolue. Il a dit, avec une absence de remords stupéfiante, si tu ne pouvais pas apprécier tes parents, Élodie, tu ne méritais pas les belles choses. J'ai alors raccroché, les mains moites de sueur froide, le tremblement revenant en comprenant enfin, complètement, que l'amour, pour lui, n'avait jamais été un cadeau, mais un simple outil transactionnel de contrôle rigide et absolu. Une semaine plus tard, mes parents ont été formellement convoqués pour interrogatoire. Ma mère a pleuré, une démonstration théâtrale et intéressée, et a prétendu tout ignorer, mais les images claires et indéniables et les preuves physiques ne mentaient pas. La poubelle près de mon immeuble contenait les petits restes carbonisés d'un briquet en plastique et une paire de simples gants de travail avec des traces indéniables du même liquide accélérant trouvé parmi les ruines de mon appartement. Les amis qui m'avaient autrefois dit, avec l'ignorance bienveillante des non-initiés, « Mais ce sont tes parents, Élodie », ont cessé de le dire. La vérité, une fois exposée par la chaleur purificatrice de l'enquête, était tout simplement trop laide, trop monstrueuse, pour être atténuée par les mensonges confortables de la parenté. Alors que l'affaire juridique progressait, quelque chose de profond et de complètement inattendu a commencé à se produire dans les espaces profonds et silencieux de mon propre esprit. La peur brute et débilitante a lentement commencé à se transmuter en une clarté nette, tranchante et inflexible. J'ai réalisé que la perte physique de mon appartement, bien que dévastatrice, m'avait dépouillé de toute chose, mais ce faisant, le feu avait également incinéré complètement les mensonges fondamentaux et les illusions avec lesquels j'avais permis de vivre pendant 28 ans. J'ai arrêté de m'en vouloir automatiquement, cessé de me demander quelle bonté fondamentale j'aurais pu fabriquer pour mériter enfin leur amour insaisissable et conditionnel. J'ai simplement arrêté d'essayer. J'ai commencé le long et silencieux processus de reconstruction, morceau par morceau lent et délibéré, avec le soutien sincère et l'amour de personnes qui m'ont choisi, qui m'ont vu, et qui ont offert leur gentillesse sans aucune attente de paiement ou de condition. Lorsque l'enquêteur a appelé une dernière fois pour me dire que les accusations étaient officielles, concrètes et en cours de traitement, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti un calme tranquille et simple, et je l'ai sincèrement remercié pour son travail méticuleux. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant un long moment, pensant à la double nature du feu, comment il détruit indéniablement, mais comment il expose aussi, avec une efficacité brutale et honnête. Il révèle exactement ce qui était caché, ce qui était pourri, dissimulé derrière les murs de plâtre confortables de la façade familiale. Mes parents avaient essayé d'effacer mon indépendance, de me punir pour l'acte unique et radical de devenir enfin ma propre personne, et en faisant cela, ils ont obtenu l'opposé de leur désir, ils m'ont perdu, vrai et complètement, pour toujours. Aujourd'hui, je vis dans un petit endroit neuf. Ce n'est rien de luxueux, fonctionnel et propre, mais c'est sans équivoque le mien. Je ferme la porte chaque nuit, tournant le verrou avec un sentiment de finalité et de paix profonde, et je dors paisiblement, sachant que la vérité la plus terrifiante ne rôde plus, cachée dans les ombres, ne me pourchasse plus. Si vous écoutez cette histoire et que l'on vous a dit, d'une manière désinvolte ou cruelle, que votre douleur n'est pas valide, que votre souffrance la plus profonde n'est simplement pas leur problème, rappelez-vous de cette seule chose claire, parfois. Les personnes qui vous infligent les blessures les plus profondes sont finalement celles qui vous apprennent, par leur cruauté, à quel point vous êtes capable de devenir résiliente, indépendante et profondément forte.